Bonjour tout le monde, bienvenue parmi nous, bienvenue au webinaire sur les appels de projet. Je vais commencer tout de suite par respect pour tous ceux qui sont là à l'heure. On va commencer tranquillement. D'abord, je me présente pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Je suis Andréane Aubert, directrice générale de Pôle Réussite Montérégie. La semaine prochaine, ça va faire 1 an que je suis là. Aujourd'hui, qui m'accompagnent, là, tous les membres de l'équipe sont invités là, à se joindre au webinaire. Donc, ils vont entendre là, les critères, les consignes, puis notre façon de faire. C'est quelque chose là, que il y a plein de choses qui existaient déjà avant, qui sont déjà là, mais on vous propose quand même des nouveautés cette année. Donc, on va attirer là, l'attention sur ces petits éléments nouveaux qui vont, espérons-le, améliorer ou faciliter le processus de dépôt de projet. Je tiens à vous dire d'entrée de jeu que la rencontre est enregistrée et que le webinaire sera déposé par la suite sur le site Internet. Donc, c'est vraiment le fun que mon chat saute 3 fois sur le bureau dès qu'on commence à enregistrer la rencontre. Aujourd'hui, dans la présentation, il y aura 3 blocs. Donc, il y aura Manon qui va vous présenter aussi une section et Chantal Pelletier aussi. Voilà. Fait que d'emblée, je débute. Je vais vous présenter un peu les sections, le déroulement. Donc, il y aura une petite mise en contexte. On va regarder les critères d'admissibilité. Notre appel à projet, là, ça se fait via le cadre d'un programme normé du ministère de l'Éducation. Donc, on va regarder les 8 critères du programme par le ministère. On va regarder les critères d'évaluation, donc en lien avec ces critères d'admissibilité. On a fait une grille d'évaluation, une grille d'appréciation où on est venu attribuer des scores et des pondérations. Fait que elle est déposée, mais vous pourrez en prendre connaissance également. Ensuite de ça, on va regarder toute la composition, la ventilation du budget de vos projets, quelles sortes de dépenses sont admissibles, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et puis enfin, on a entendu nos membres et nos fiduciaires qui nous disaient depuis quelques années que le formulaire en format Excel avait quand même plusieurs contraintes. Donc, on vous propose une nouvelle plateforme de dépôt de projet qui se veut plus conviviale. Je vais me permettre le terme anglais, le friendly user. Donc, on espère là, que ce sera facilitant pour vous. Puis, évidemment, les étapes à suivre dans le dépôt de projet. Parmi vous, il y a des gens qui sont habitués à la démarche. Donc, peut-être que pour vous, il y aura de la redite, mais je vous invite quand même à être attentif parce qu'il y a quelques nouveautés. Et il y a des gens dans la salle qui ont le souhait de déposer un projet pour une toute première fois. Donc, on va s'assurer que notre présentation, elle est limpide là, pour les néophytes également. Et je voudrais attirer votre attention que puisque la rencontre, elle est enregistrée, elle va être disposée sur notre site web. Dans le fond, la façon que je vous propose là, pour la prise de questions, pendant le bout où moi, je vais présenter, si vous avez des questions, il y a des choses qui ne sont pas limpides, je vous invite à les écrire dans le chat ou à conserver votre question pour la fin du bloc. À la fin de ce bloc-là, si mes critères n'étaient pas clairs, si j'ai besoin de préciser certains éléments, soit Manon va y avoir répondu dans le chat pendant ma partie ou elle va les souligner là, pour que je les adresse. Et on va faire l'inverse dans la section que Manon va présenter. C'est moi qui sera à la vigie du chat. S'il y a des éléments qu'on sait qu'on va y répondre dans les prochaines slides, je vais laisser la question libre, puis on y reviendra à la fin. Là, il y aura un autre bloc de questions. Ce qu'on a prévu, là, c'est 20 minutes critères d'admissibilité, 20 minutes budget, puis 20 minutes, là, je pense que Chantal n'aura pas besoin de 20 minutes, là, mais pour vous montrer un peu là, comment se connecter à la plateforme pour déposer les projets. Donc, on a du temps quand même. C'est bien chargé comme présentation, mais on a du temps d'ici midi pour répondre. Je souhaiterais aussi vous sensibiliser que on comprend là, que tout le monde a en tête déjà un projet et va peut-être déjà voir une petite exception, un petit critère peut-être qui sera plus élastique si vous voulez déposer votre projet. Là. Fait que si vous avez des questions de cet ordre-là, que vous dites, ben là, je comprends que c'est ça le critère, mais oui, mais moi, je voudrais déposer un projet qui vise plutôt ça.
est-ce que ça peut être recevable? Fait que les cas d'exception, ce que je vous propose, là, c'est parce que là, si on ouvre la porte ici dans le webinaire de base où on donne nos conseils, on risque de ne pas se rendre, en tout cas de dépasser midi. Fait que nous, on va annoncer les critères du ministère. On va annoncer comment on va évaluer les projets. Évidemment, plus vous vous collez à ça, plus votre projet va scorer, là, aura des résultats positifs là, dans la grille de cotation. Fait qu'on vous invite à le faire. Si jamais vous dérogez de certains critères, bien, à ce moment-là, sur ce critère-là, vous serez pénalisé dans la grille d'évaluation. Et puis, aussi, l'autre élément qui est important, si vous le savez d'emblée que votre projet s'éloigne un peu, bien, on vous encourage des critères, là, puis de ce qu'on va présenter comme consigne aujourd'hui. On vous invite à nous contacter. On va vous donner une adresse à la fin du webinaire. Nous, plus on entend parler de vos projets en amont, plus ça nous permet un peu de soit vous enligner, de vous pister, de vous exprimer davantage ce qu'on entend par ce critère-là si jamais ce n'était pas suffisamment limpide aujourd'hui. Parce qu'ultimement, nous, ce qu'on veut, c'est recevoir des projets qui répondent. Rendez-nous la tâche difficile en nous présentant des projets qui sont le plus collés aux critères du ministère. Puis là, je vais passer tout de suite à la diapo de contexte. Ça va vous permettre de comprendre pourquoi j'insiste sur le respect des critères. Là. Je pense que dans les dernières années, le contexte peut-être est un peu différent du fait qu'on était encore en mode on se fait connaître, les gens comprennent qu'est-ce que c'est la persévérance scolaire, que leur projet pourrait être soumis, puis on finançait. Ce qui fait qu'on était capable de financer pas mal tout ce qui nous était déposé, même si on se disait, ben, tel critère, il ne répond pas by the book, là, à la lettre, mais on est quand même capable de financer pas mal tout ce qu'on reçoit. Mais depuis quelques années, on est victime de notre succès, puis c'est pas étranger au fait qu'on le sait, là, que la réalité du financement dans les organismes communautaires, c'est très, très difficile. Fait que nous, on veut continuer de soutenir au maximum, mais ce qui fait que notre demande a augmenté. Donc, forcément, on va financer les projets qui répondent, qui se collent le plus aux critères. Fait que ceux qui, par le passé, on arrivait à financer en étirant peut-être un peu l'élastique, dans nos prochains appels à projets, on s'attend, à cause de la demande, à voir à ce qui sera financé prioritairement, c'est vraiment ceux qui répondent aux critères. Fait qu'on vous sensibilise à coller davantage votre projet aux critères. Un autre élément que je dois ajouter, dans les dernières années, on connaissait le montant qu'on allait avoir de disponible pour le financement. Dans le contexte actuel, aujourd'hui, 11 mars, on ne connaît pas notre budget. Là, le ministère, le ministre des Finances a nommé, là, le gouvernement a nommé que par souci de prévisibilité, il souhaitait déposer son projet le 18 mars sans attendre là, la nomination d'un nouveau premier ou d'une nouvelle première ministre. Donc, on va savoir la semaine prochaine l'enveloppe de tous les IRC du Québec. Puis après ça, il y a un algorithme, il y a un calcul qui se fait pour savoir quelle répartition va venir en Montérégie et de ce montant-là. Donc, c'est ce qui fait aussi qu'à l'heure actuelle, on se montre quand même optimiste, mais réaliste à l'effet qu'on ne s'attend pas à des grosses augmentations, même à une certaine réduction du financement pour la Montérégie. Donc, comme il y aura peut-être un petit peu moins d'argent de disponible, c'est sûr qu'on va financer en priorité les projets qui répondent aux critères. Donc, voilà pour la mise en contexte. Puis, évidemment, ce qu'il faut savoir aussi là, pour ceux qui se joignent à nous pour un premier dépôt de projet, nous, le ministère de l'Éducation nous nomme comme étant mandataire pour évaluer et pour faire une présélection des projets. Donc, dans les étapes qu'on va voir à la fin, là, on va vous dire que nous, on va les analyser, on a notre grille, on a des jurys qui vont regarder les projets. Et parmi ceux-là, on va en sélectionner. Vous allez recevoir une lettre qui dit, oui, votre projet, nous, pour le réussir, on le recommande au ministère. Ou non, malheureusement, les fonds ont été coulés à des projets qui ont scoré davantage, qui ont eu de meilleurs résultats. Puis là, on va vous cibler là, les indicateurs ou les éléments qui ont été peut-être moins bien réussis pour vous inviter à bonifier pour les prochaines années. Mais par la suite, il y a une période d'attente parce qu'on envoie tout ça au ministère et c'est après, là, on reçoit une confirmation du ministère. Donc, évidemment, votre projet, là, le point 3 qui dit qu'il est conditionnel à l'obtention d'un financement,
C'est vraiment ce qu'on veut dire, là. Nous, on va vous dire, oui, on recommande votre projet au ministère, mais ça ne veut pas dire que l'argent n'est pas attaché tout de suite. Ça vient dans un autre temps. Donc, première diapositive, l'admissibilité des organisations. Donc, on vous a mis, puis je vais attirer votre attention sur les organismes qui sont admissibles. Donc, des OBNL légalement constitués, les municipalités, les MRC peuvent déposer des projets, les centres de services scolaires ou les commissions scolaires anglophones peuvent déposer des projets, et nos établissements d'enseignement collégial et universitaire également peuvent déposer. Ce qui est super important et ce qu'on vérifie, c'est que vous soyez enregistré au registre des entreprises du Québec. On vous demande dans le formulaire le numéro et on le vérifie. Donc, on s'assure que les coordonnées qu'il y a au registre des entreprises est valide. Évidemment, on est un programme là, montérégien, on est un organisme régional de la Montérégie. Donc, on favorise les entreprises ou les organismes qui sont situés, qui ont un pied-à-terre en Montérégie. Toutefois, si jamais il y avait des organismes, par exemple, qui sont situés à Montréal, mais qui veulent soumettre un projet spécifiquement pour notre population de la Montérégie, ils sont recevables aussi. On les regarde. L'important, c'est que le public qui est desservi, l'argent qui est réinvesti va servir à notre population en Montérégie. Voilà pour les organismes admissibles. Ici, on a les 8 critères du ministère. On va les passer un par un, puis on vous a présenté, on va vous fournir des petites précisions ou des outils pour vous aider à vous y coller davantage. Ce qui est important de comprendre, c'est que le programme du ministère, ça se veut un programme de financement à des projets spécifiques, pas à la mission de vos organismes. Puis je sais que c'est crève-cœur, mais moi, on me mandate, puis je suis auditée. Dans la reddition de compte qu'on demande aux fiduciaires, puis qu'on envoie au ministère, on nous questionne beaucoup, là. Donc, c'est important là, que dans le projet, dans le détail du projet, vous nous démontriez que c'est vraiment un projet spécifique à la persévérance scolaire qui est mis en place. Les projets proposés doivent obligatoirement répondre à l'ensemble des critères suivants. Fait qu'évidemment, ceux qui répondent à l'ensemble des critères vont passer en premier dans l'analyse. Après ça, les autres, ça va être selon la disponibilité des fonds et la pertinence du projet. Et donc, il est de la responsabilité du demandeur, du fiduciaire, de l'organisme promoteur, appelons-le comme ça, de nous démontrer à quel point, dans le formulaire, là, de nous démontrer dans le formulaire à quel point votre projet se colle, répond à ces critères-là. Puis, on vous a donné des outils pour tenter d'améliorer cet élément-là. Ces critères-là ne sont pas nouveaux, je tiens à le dire, ils existaient avant. On n'a rien changé de ça. Ce sont les mêmes critères qu'auparavant. Je vais juste vérifier dans mes notes pour m'assurer que j'ai dit tout ce que je voulais. C'est ça. Fait que la nuance ou la nouveauté, c'est que c'est ça, peut-être en raison de peut-être une baisse de financement qu'on espère le moins grave possible et en considérant la hausse des demandes qu'on reçoit, ben là, on sera peut-être plus sévère là, où évidemment les projets sélectionnés seront plus près de ce qu'on avait peut-être l'habitude de financer auparavant. Premier critère, être lié aux besoins de la région. Donc, je rappelle que la population qui doit être servie, les actions qui sont déployées devront se passer en Montérégie. Basé sur on a fait passer un sondage à nos fiduciaires, là, à nos membres, dans décembre, janvier. Et dans ce sondage-là, on vous demandait est-ce que vous êtes favorable à ce que Pôle Réussite, de par son expertise de la persévérance scolaire et de la réussite éducative, son expertise terrain, sa proximité avec les membres, à travers les différentes communautés, les portraits qu'on publie, qu'on affiche ou qu'on révise, à travers les veilles scientifiques qu'on fait aussi, est-ce que vous seriez confortable à ce que Pôle Réussite vous identifie des priorités de la région qui ont le plus d'impact sur la persévérance scolaire? Et à 85 vous étiez là, soit très favorable ou favorable à ce qu'on oriente un peu l'appel à projet sur des thématiques qui sont jugées prioritaires pour la région. Donc, c'est ce qu'on vous propose. Voici les 4 thématiques là, sur lesquelles on veut attirer votre attention. Évidemment, les projets qui vont démontrer leur cohérence avec ces chantiers-là, qui sont nos priorités dans le cadre de notre plan stratégique, mais aussi dans le cadre de ce que je viens de vous dire, là, de la recherche, des échos qu'on entend sur le terrain, des données qui sont publiées.
On a ciblé ces 4 thématiques-là. On n'a pas voulu aller trop précis, mais toutefois, on voulait vraiment faire un espèce de travail d'entonnoir, de plus juste dire on finance la persévérance et la réussite éducative au sens large. Mais nous, ce qu'on se dit ou ce qu'on prétend, c'est que pour avoir de l'impact, on ne peut pas tout financer. On ne peut pas distribuer nos billes. Il faut faire des choix. Puis si on se dit, hey, si nous, on veut faire bouger l'aiguille en Montérégie, puis vraiment devenir des kingpins des transitions, de la conciliation avec le travail, bien, on va dire, OK, là, on fait un boom pendant quelques années. Comme écosystème, là, autour des écoles, on va devenir meilleur, on va avoir des beaux programmes, on va se former, on va faire des activités qui sont pertinentes, qui mettent des conditions gagnantes pour favoriser des transitions réussies, des transitions scolaires réussies. Fait qu'on, on va aller donner un coup de barre là-dedans. Puis ben, peut-être que dans quelques années, selon les études, selon d'autres besoins, quand on va toujours évoluer puis prévoir notre prochaine planification stratégique, parce qu'il nous reste 1 an à notre planification stratégique actuelle, ça se pourrait que ça change. Mais pour la prochaine année, on vous invite ou on va souhaiter davantage de projets qui portent sur ces éléments-là. Toutefois, comme on passait de persévérance scolaire large à vous cibler des priorités, on voulait quand même faire une transition douce, puis vous laisser la possibilité de sélectionner dans le formulaire, là, vous allez le voir, il y a une section autre. Donc, si jamais votre projet ne portait pas sur un de ces 4 chantiers prioritaires-là, vous avez la possibilité de le déposer quand même. Toutefois, je veux dire, le fardeau de la preuve ou le fardeau de la justification de nous démontrer à quel point c'est un besoin de la région, donc avec soit des prévalences, des statistiques, une étude, avec un constat là, qui est fait, nous dire à quel point ben, vous d'aller travailler sur quelque chose d'autre que ça a vraiment un lien spécifique avec la persévérance scolaire sur votre territoire, dans votre localité, votre municipalité. Ça va pour ce critère-là. Ensuite, se dérouler en dehors des 25 heures d'enseignement. Ce qu'il faut savoir, l'objectif de ce critère-là, c'est qu'on ne veut pas sortir des élèves de la classe. C'est ça le raisonnement derrière cet objectif-là. L'autre raisonnement qu'il y a, c'est que le ministère ne voudrait pas financer en double des affaires. Donc, les élèves, le système scolaire est déjà financé. Les élèves sont déjà en classe avec des services, avec des enseignants, du personnel. Donc, le dire, c'est on ne veut pas. C'est là, selon la loi, ils sont supposés être sur les bancs d'école, donc on ne veut pas les sortir de la classe, on ne veut pas payer en double du financement. Fait que c'est ça les 2 raisonnements là, derrière ce critère-là. Évidemment, un élève qui est suspendu, par exemple, parce que là, je suis dans les précisions, ben, d'emblée, il serait à la maison, il serait chez lui, il serait déjà plus en classe. Donc, si on veut nous déposer un projet d'alternative à la suspension, on ne vient pas amputer ses heures. Au contraire, on lui offre un encadrement ou un soutien ou de l'intervention pendant qu'il ne serait pas en classe. Ou pour quelqu'un qui n'est pas aux études et qui veut faire un retour ou pour qui on offre des activités dans le cadre, par exemple, qu'il y aura un horaire progressif ou un horaire à temps partiel ou avec un horaire adapté. Donc, à ce moment-là, quand il n'est pas en classe, mais ce qu'on veut, c'est prioriser le temps d'enseignement en classe. Évidemment, ça, c'est quand on s'adresse aux jeunes, là, aux élèves dans leur temps de classe. Si vous nous proposez un projet dans lequel, entre autres, je vous donne à titre d'exemple, un kiosque sur l'heure du dîner à la polyvalente, ben oui, ça se passe sur les heures de cours là, dans le jour, mais on ne sort pas l'élève de la classe. Donc, ça serait admissible à ce moment-là. Dans le formulaire, on vous le demande, est-ce que ça se passe sur les 25 heures d'enseignement, oui ou non? Et si c'est oui, on vous demande de justifier. Donc, évidemment, la justification va un peu de soi dans le cadre là, que c'est une alternative à la suspension. L'élève, on nous réfère des élèves qui sont suspendus, donc pas en classe, mais on vous demande quand même de nous mettre un peu de chair autour de l'os. Et ça, c'est pour la prestation de services directement auprès des jeunes. Toutefois, tout le temps de rencontre, de concertation, de planification, de montage du programme, si on veut, par exemple, impliquer une école, puis travailler avec des enseignants ou des professionnels du milieu scolaire, et ça évidemment, le prof va être libéré de son cours, de sa tâche, ça va se faire sur ses périodes libres. Là, ça peut se faire là, pendant qu'il n'est pas en prestation de service auprès des élèves. Là. Fait que je veux bien distinguer. Là, nous, en dehors des 25 heures, c'est pour pas sortir les élèves de la classe. Mais les professionnels qui préparent le projet peuvent le faire là, sur le jour ouvrable. Donc, on ne vous demande pas, là, tout le monde, de travailler de soir et de nuit ou les week-ends pour monter le projet. C'est vraiment en contact avec les jeunes. Je crois que j'ai tout dit pour ça.
être convenu avec l'école ou le centre de service scolaire. Je vais attirer votre attention sur la distinction entre une lettre d'appui et une lettre d'engagement. Minimalement, ça c'est obligatoire pour nous déposer un projet, on a besoin d'une lettre d'appui, soit de l'école ou du centre de service scolaire. Je vous rappelle que nous, notre mission des IRC, là, des pôles de pôle réussite, c'est une instance de concertation sur la persévérance scolaire. Alors, ce que nous, on veut, c'est que les projets qui touchent la persévérance scolaire et la réussite éducative soient concertés avec les écoles. Donc, on veut que les écoles sachent que vous allez mener une intervention auprès de leurs jeunes. On veut, par exemple, qu'ils vous aident à cibler les jeunes qui en ont le plus de besoin. En promotion, prévention, on appelle ça un peu, je pense que j'en parle aussi avec critère, mais l'effet beigne. On veut s'assurer que notre projet atteigne la cible qu'on veut viser. Donc, l'idée, puis aussi, c'est on veut décloisonner, on ne veut pas travailler en silo, on ne veut pas se dédoubler. Donc, minimalement, on a besoin d'une lettre d'appui du centre de service scolaire ou de l'école de qui la population va être touchée. Si c'est difficile ou vous rencontrez des embûches par rapport à l'obtention de cette lettre-là, parce que des fois, il faut que ça soit déposé, soit au conseil d'établissement, ou ça prend une résolution d'un conseil d'administration. Ou des fois, le pont ou la communication n'est pas établie, si vous avez besoin d'aide pour l'obtenir, cette lettre-là, d'abord, on vous a fourni des modèles de lettres pour vous inspirer. Si jamais c'était sous forme de courriel aussi, là, on acceptait. Si jamais vous receviez un courriel qui dit oui, on est d'accord, on est favorable à ce que ça va passer. Là, ça, on n'est pas trop à cheval, là, mais ça nous prend une signature d'un dirigeant de l'établissement scolaire. Mais ça nous le prend. Mais si c'est difficile parce que la collaboration n'est pas établie, vous avez besoin qu'on vous mette en contact, n'hésitez pas. Évidemment, je vous rappelle encore, je répète, que comme on est un milieu qu'on a comme mission la concertation, évidemment, plus vous allez nous démontrer dans votre projet que c'est un projet qui est concerté, que vous allez interpeller la santé, par exemple. Il y a un autre organisme communautaire qui vise à peu près la même population que le vôtre, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes gens de par la proximité pour favoriser les gens qui se déplacent, mais que vous avez envie de le travailler ensemble, ce projet-là. Plus on va voir là, une concertation, une richesse, une complémentarité, plus à ce moment-là, sur ce critère-là, sur le critère niveau de concertation, plus votre projet va obtenir des points. Ceci dit, ce bout-là n'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est vraiment la lettre d'appui du centre de service scolaire. Mais après, dans le formulaire, on vous demande c'est qui les autres partenaires avec qui vous allez réfléchir, puis qu'est-ce qu'ils vont faire, un peu les rôles, les responsabilités, puis de documenter leur niveau d'implication. Si c'est juste, ils ont participé à réfléchir, ils ont participé à nous donner, ou ils vont venir donner un atelier pour qu'ils connaissent c'est qui les travailleurs de rue ou les policiers communautaires, par exemple, parce qu'on vit une problématique, je ne sais pas moi, de vandalisme, puis on veut que nos jeunes à la Maison des jeunes rencontrent les policiers communautaires, par exemple. Plus vous allez nous identifier de partenaires, puis nous démontrer que vous travaillez ensemble, toute la communauté, nous, c'est ça qu'on veut. On veut briser les silos, puis vous amener à travailler davantage ensemble. Donc, votre projet, à ce moment-là, va obtenir plus de points pour ce critère-là. Critère d'admissibilité numéro 4. Dans le programme, actuellement, on utilise le mot « élève ». Ça, par le passé, là, on a eu des conversations, puis on a revalidé, puis on a demandé une trace écrite de ça cette année. Normalement, un élève, c'est à partir du moment où ça fréquente l'école primaire, à la maternelle, et secondaire 5. Après ça, ce sont des étudiants, puis avant ça, c'est de la petite enfance. Ils ne sont pas encore à l'école, ils ne sont pas encore des élèves. Mais nous, ce qu'on se disait, comme on veut aussi agir sur les transitions, par exemple, postsecondaires, sur la conciliation études-travail pour des étudiants plus vieux, et qu'on veut aussi agir tôt, faire de la prévention, parce qu'on sait que c'est efficace et que c'est rentable. On voulait aussi avoir des projets qui desservent les 0-5 ans. Donc, on est allé revalider auprès du ministère et ils nous ont dit que oui, ils allaient inclure, si on démontrait qu'on allait intervenir sur des déterminants puis des conditions favorables à l'apprentissage, on pouvait inclure des projets 0-5 ans. Donc, c'est pour ça que, bien que dans le programme, c'est écrit « les élèves », nous, dans notre formulaire, on l'a transformé pour « les jeunes », pour que vous soyez en mesure d'inclure aussi du 0-5 ou du postsecondaire.
Évidemment, on vous demande de nous dire un peu, parce que bon, dans les clientèles les plus vulnérables, là, on en a identifié. C'était des éléments qui sont aussi fournis par le ministère. Puis, il y en a certains. Pas vraiment. Non, j'allais dire qu'il y en a qu'on a sélectionnés, mais non, on n'en a pas écarté. On a gardé ceux qui étaient proposés par le ministère par le passé. Mais ça aussi, là, on pourrait faire des choix dans le futur là, à Pôle Réussite Montérégie, puis dire, ben là, nous, on veut vraiment aller viser la pauvreté, ou on veut vraiment aller viser les jeunes issus d'immigration, des communautés culturelles ou de la diversité. On pourrait faire le choix d'appeler des projets plus spécifiques, mais là, on l'a gardé large encore. Mais, donc, on vous demande de nous dire, ben votre projet, il vise spécifiquement ou en priorité lequel de ces groupes-là, et comment vous allez faire pour aller les chercher. Fait que c'est un peu ce que je vous disais tantôt, là, le principe là, de l'effet bang. Donc, on fait un projet, on le publicise, on va attirer des gens, mais ceux qu'on veut absolument rejoindre et qui en ont le plus besoin, ils passent dans le trou, là, on ne les rejoint pas. Fait que quelles sont les stratégies que vous allez utiliser pour vous assurer que votre projet va vraiment viser les jeunes que vous avez ciblés? Donc, puis on va tantôt, là, on vous propose des façons de faire. Puis ça aussi, là, dans le sondage, on vous demandait, là, est-ce que vous êtes en mesure d'obtenir ces informations-là? Est-ce que, par exemple, votre projet, ben, il est sur base de référence? C'est les écoles qui vous réfèrent certains jeunes, ou c'est les CPE qui vous réfèrent certains jeunes, ou c'est parce que c'est ça, là, mettons, de voir des élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation, ben, est-ce que vous assurez que, par exemple, qui ont un diagnostic, c'est des élèves qui, par exemple, auraient une cote de difficulté dans le milieu scolaire ou qui ont un plan d'intervention. Peu importe c'est quoi les mécanismes que vous prenez, sans être intrusif, puis en respectant là, les valeurs de votre organisme. Mais l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on a des moyens de documenter qu'on rejoint la clientèle qu'on voulait? J'ai-tu skippé? Non, c'est bon. La clientèle qu'on souhaitait atteindre. Reposer sur des actions reconnues efficaces. Ça aussi, c'est un critère qui a toujours été là. Par le passé, des fois, c'est Chantal Pelletier là, qui vous aidait à trouver de la littérature qui appuyait vos sondages. La nouveauté cette année, ce que je vous dirais, c'est, puis c'est aussi s'inspirer du sondage. Dans le sondage, on vous demandait est-ce que vous êtes en mesure, est-ce que vous avez tout ce qu'il faut pour être en mesure de justifier que votre projet s'appuie sur des données probantes ou des pratiques reconnues efficaces ou des pratiques à impact élevé? Et il y a 37 de nos répondants qui nous ont dit, oui, nous, on a pas mal d'éléments, mais sinon, les autres, c'était, ben, on a quelques observations, oui, ça s'inspire de, mais c'est pas vraiment implanté comme tel programme, donc c'est difficile pour nous de dire à quel point ça s'appuie. Fait que dans une optique de vous aider puis de vous soutenir à documenter davantage cette section-là, on a un peu changé la façon dont vous posez la question dans le formulaire. Donc, on vous invite à nous dire si vous le savez que votre programme, votre projet s'appuie sur un programme, sur une pratique, qu'il y a une recension, qu'il y a des résultats qui ont été documentés par le passé. Bien, on vous invite à nous les écrire. Puis, nous aussi, on a décidé que sur notre jury, on allait avoir des experts qui vont se pencher puis qui vont apprécier. Dans le sens que si vous n'êtes pas en mesure de nous le justifier en quoi votre projet repose sur des données probantes, bien, on va se fier sur nos jurys, sur nos analystes, pour nous dire ben, ce qu'ils ont décrit là, comme projet, là, la façon dont ils comptent s'y prendre, de rencontrer les jeunes tant de fois, de leur faire vivre tel genre d'exercice, qu'il y a quelque chose qui est envoyé à la maison aux parents, par exemple, ou ben ça s'inspire des bonnes pratiques pour assurer un transfert ou pour avoir de l'impact ou pour engager puis mobiliser les jeunes. Ou ils ont ciblé, c'est cohérent. Là, fait que on va demander aux juges à ce moment-là, à nos analystes, de porter un regard sur si vous n'êtes pas capable de justifier de nous fournir une bibliographie, ben à ce moment-là, nos jurys, nos analystes vont être capables, eux, de dire, ben, ils n'ont pas été en mesure de le dire. Toutefois, nous, on voit qu'ils se collent vraiment aux critères, aux bonnes pratiques. Numéro 6, je me dépêche pour être dans les temps. Favoriser la mise en place des conditions facilitant la prise en charge. Donc, ça aussi, nous, ce qu'on veut, c'est, on ne veut pas faire des financés, là, je veux dire comme ça, des coups d'épée dans l'eau,
ou des événements à grand déploiement. On a mobilisé tout le monde dans une conférence. On fait vivre une conférence. Mais après, est-ce qu'à travers cette conférence-là, on les a peut-être sensibilisés, mais est-ce qu'on est arrivé à mobiliser un changement de comportement? Est-ce qu'on a développé une compétence? Est-ce qu'on a développé une nouvelle habitude, par exemple pour la littératie? Est-ce que de les amener au salon du livre, c'est suffisant pour développer ça peut être une bonne pratique, mais est-ce que c'est vraiment ça qui va faire en sorte que par après, les gens auront, les familles, là, développer une culture de l'importance de lire un livre, de comment le faire dans une relation de qualité parent-enfant, comment. L'idée, c'est assurez-vous que le projet que vous allez nous déposer va fournir aux participants, aux familles, aux jeunes, les conditions gagnantes pour le reproduire et le transférer dans leur vie, pour vraiment avoir de l'impact. Donc, voilà pour ce que ça veut dire, favoriser la mise en place de conditions facilitant la prise en charge de l'engagement. Oh, je sais pas. OK. Et le dernier, qui va un peu de soi, c'est ne pas se suppléer aux obligations institutionnelles. Ça s'adresse principalement là, au centre de services scolaires et aux commissions scolaires, ce critère-là. Dans la loi de l'instruction publique, les écoles ont des obligations de prestation de services, sont obligées de scolariser les élèves puis de leur offrir des services. Fait que l'idée, c'est déjà dans vos obligations, dans vos tâches, dans vos responsabilités. Alors, nous, on ne va pas financer un projet pour quelque chose que c'est votre job de faire. Là. Donc, il faut vraiment démontrer que c'est un projet pilote qui vient développer quelque chose d'autre qu'ils n'offrent pas, qu'ils ne sont pas obligés d'offrir, qu'ils vont documenter et le voir après comment, si ça a des résultats, si ça a de l'impact, si comme écosystème, on ne peut plus s'en passer parce que vraiment, ça vient changer la donne, là, comment on l'intègre au service. Donc, c'est vraiment l'idée derrière ce critère-là. Ça touche un petit peu moins les organisations, mais je vous rappelle, les organismes, les OBNL, mais je vous rappelle quand même là, que ça ne sert pas à financer votre mission. Il faut vraiment que ce soit un projet spécifique. Rapidement, la grille d'évaluation. Donc, vous voyez là, ici, là, c'est sensiblement la même, on l'a changé visuellement peut-être un peu, mais c'est sensiblement les mêmes critères qu'il y avait avant. On s'est assuré que on a fait un arrimage plus grand entre les critères du ministère et les critères de la grille d'évaluation. Et quand vous allez compléter le formulaire, là, on vous le dit, là, par exemple, là, quand vous êtes en train de répondre à cette question-là, là, tu es en train de ramasser des points sur la qualité du projet. Là. Donc, vous allez voir là, au fur et à mesure du questionnaire. Vous avez la pondération aussi, puis on vous a soumis la grille détaillée que vous pouvez aller voir. Là, plus j'ai de partenaires, plus je fais de points. Plus les partenaires s'impliquent, sont actifs, ne font pas juste réfléchir avec mon projet, mais prennent une partie prenante, plus ça va faire de points. Plus je suis capable de démontrer que mon projet s'appuie sur les bonnes pratiques, plus je vais faire de points à ce moment-là. Donc, vous avez accès à ça. Puis, on vous a aussi fourni là, la grille avec un checklist que j'appelle des éléments obligatoires qui doivent absolument être là pour pouvoir déposer le projet. Puis après, c'est une liste d'éléments importants, ce qui se veut un rappel là, des critères. Voilà. Alors, Manon, est-ce que dans le chat, tu as vu des questions qu'il faut absolument répondre qui ne sont pas claires ou ça fait le tour? Il n'y a pas eu beaucoup de questions. La seule chose qui semblait pas tout à fait claire, c'est est-ce que, par exemple, un enfant qui ne va pas à l'école encore, un projet qui est destiné à eux, est-ce qu'ils sont admissibles? Ben oui, on y a répondu. Donc, juste de répéter que les projets peuvent toucher les jeunes de 0 à je ne sais pas, là, je ne veux pas mettre un âge de fin, mais ça peut être du postsecondaire ou des raccrocheurs aussi, donc plus loin là, que le secondaire. Donc, on est au-delà du terme élève officiellement là, défini. Merci. Je te passe la parole. Oui. Donc, merci Andréane. On va continuer avec le volet un peu plus pour l'aspect budgétaire et les modalités de financement. Donc, je vais essayer d'y aller rapidement. Puis encore une fois, je rappelle, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Sinon, il y aura aussi une courte période là, à la fin du bloc pour poser vos questions.
Donc, d'emblée, je reviens avec ce qu'Andréane a mentionné au début, c'est qu'on ne finance pas la mission de l'organisme ou les activités courantes. Même chose pour les dépenses qu'on va accepter au niveau du financement. Donc, il faut que ce soit vraiment des frais uniquement reliés au projet et qui représentent une proportion raisonnable du projet. Donc, voilà, je voulais revenir sur ce point-là. Sinon, vous le voyez à l'écran, montant minimum pour pouvoir déposer un projet, le financement doit être d'un minimum de 15 000 et le maximum de 75 000 On demande aussi une contribution minimale du fiduciaire et ou partenaire, là, ça peut être partagé, de 20 ce qui veut dire que le pôle Réussite Montérégie va financer jusqu'à un maximum de 80 du projet dans son ensemble. Ensuite, les dépenses en ressources humaines, c'est les seules qui peuvent représenter 100 de votre demande de financement. Donc, oui, vous pouvez déposer un projet pour lequel vous voulez subventionner, bien pas subventionner, mais financer une ressource X, puis c'est un salaire, et c'est correct. Par contre, vous ne pouvez pas déposer un projet pour lequel vous demandez uniquement des dépenses de matériel ou uniquement des dépenses de transport. Il faut qu'il y ait un minimum de ressources humaines dans votre projet. Ensuite, évidemment, toutes les dépenses là, admissibles, c'est à partir du moment où on a l'approbation officielle du ministère. Donc, le jour où on a l'approbation, vous allez être avisé, vous allez avoir la date à partir de laquelle vous pouvez soumettre vos dépenses. Si vous décidez d'engager des dépenses avant cette date-là, c'est libre à vous de le faire, de prendre le risque, entre guillemets, mais ce ne sera pas remboursé. Et dans l'ensemble des dépenses qui vont être soumises dans le budget, c'est sûr que Pôle Réussite Montérégie se garde toujours le droit de questionner ou de refuser en tout ou en partie, selon, comme je disais tantôt, la cohérence avec le projet, les proportions et la nature du projet. Ensuite, plus spécifiquement au niveau des frais admissibles, donc j'en ai parlé, les ressources humaines. Donc, ça, c'est salaires et avantages sociaux qui sont admissibles. Puis, évidemment, toujours ce qui est en lien avec les tâches reliées au projet. Et il faut que ce soit là, des montants qui sont des montants habituellement versés par votre organisme ou des tâches là, comparables ou des organismes qui faut pas que ce soit des montants, je ne dirais pas inventés, mais il faut que ça soit basé sur des dépenses là, qui sont réalistes. Ensuite de ça, frais admissibles et fournisseurs de services, que ce soit honoraires professionnels, conférenciers, des coûts de formation pour la réalisation des activités. Ça, c'est tout admissible. Ensuite, je vais au niveau des frais de gestion. Maximum 10 Là, j'insiste sur le 10 parce que ceux qui ont déposé par le passé, c'était pas ce maximum-là. Donc, 10 à partir de maintenant. Et ce sera calculé automatiquement par le formulaire que vous allez voir dans quelques minutes. Le formulaire va vous indiquer c'est quoi le montant maximum que vous pouvez inscrire. Donc, ce sera à vous d'inscrire, mais vous allez avoir une petite note qui vous donne le montant maximum. Vous pouvez mettre moins. Par exemple, si le montant maximum est de 5 000, mais vous avez besoin de 2 500 pour vos frais de gestion, inscrivez 2 500, mais vous ne pouvez pas mettre 7 000. Donc, c'est important de ne pas le dépasser. De toute façon, vous allez être avisé si le montant dépasse. Ensuite, frais admissibles aussi au niveau des activités, des frais d'activité, donc tout ce qui est achat ou production de matériel d'animation, des trousses d'activité, etc. L'impression reliée à ce matériel-là aussi, donc ça, c'est admissible. Achat de fournitures encore là pour la réalisation des activités ou encore des frais de location. Les deux derniers points, c'est des frais admissibles, mais limités à un pourcentage de votre demande de financement. Donc, par exemple, des frais de collation ou de repas, ça va être admissible, mais pour un maximum, on ne doit pas dépasser 5 du montant de financement demandé. Même chose pour les frais de déplacement, maximum 10 dans ce cas-là. Alors ça, c'est quelque chose aussi de nouveau, donc je tiens à apporter votre attention là-dessus qu'il y aura des maximums pour ces deux éléments-là. En fait, c'était des éléments là, qui sont aussi documentés dans le programme et que par le passé,
On se permettait là, d'accueillir un peu plus large, mais il y a quand même dans le programme là, des indications sur ben, on n'est pas supposé financer des projets d'aide alimentaire, par exemple. Nous, on est un programme, on le sait, là, qui est évidemment un enfant qui, par exemple, va faire le club des petits ou des. Fait que ça aide, ça met le jeune dans des conditions favorables. On comprend que si vous lui donnez une collation avant l'aide aux devoirs, ça le rend plus propice à être capable de faire de l'aide aux devoirs après l'école. On reconnaît là, une certaine valeur à ça, mais on ne peut pas juste financer un projet d'aide alimentaire, par exemple. C'est pour ça qu'il y a une limite. Mais c'est pas une... Le critère était là avant, mais là, on est venu le préciser puis le cadrer davantage. Voilà. Ensuite, si on va au niveau des frais non admissibles, ici, c'est important de comprendre que ce n'est pas des dépenses interdites dans le cadre de votre projet, mais c'est des dépenses que Pôle Réussite Montérégie ne financera pas. Donc, on vous encourage soit à aller chercher d'autres types de financement ou des commandites ou des dons si vous voulez intégrer ces dépenses-là à même votre projet. Donc, encore une fois, toutes les dépenses qui ne sont pas en lien directement avec la réalisation du projet ne seront pas admissibles. Tout achat d'articles promotionnels, ici on parle de, si vous voulez faire des t-shirts, des tasses, des crayons, ce n'est pas admissible. Même chose pour la production de vidéos promotionnelles, que ce soit promo ou souvenir, ça ne sera pas admissible. Tout ce qui est achat pour des espaces communs, du mobilier, de l'entretien, de la réparation de local, les loyers, puis les dépenses d'achat pour la construction d'immeubles, ce n'est pas admissible non plus. Même chose pour l'équipement informatique, que ce soit ordinateur, équipement audiovisuel, micro, etc. Les frais d'Internet, de téléphone non plus. Et tout ce qui est l'achat de cadeaux à remettre aux participants ou des prix de présence, de récompenses ne seront pas admissibles. Si ensuite, on poursuit avec les frais non admissibles, on en a parlé tantôt, donc toutes les dépenses effectuées avant la date d'acceptation officielle du ministère, ça ne sera pas admissible, ni les dépassements de coûts. Donc, si vous avez un projet déposé à 30 000 de financement et que c'est approuvé à 30 000 nous ne financerons pas plus si vous dépassez puis que votre projet, finalement, c'est 35 000. Nous, on respecte ce qui sera autorisé par le ministère. Vous pouvez, on comprend que des fois, il y a des dépassements de coûts, mais ça devra être financé autrement. Évidemment, tout ce qui est là, ce qui pourrait être des remboursements de dettes ou de déficits ou de dépenses déjà financées par le gouvernement, on ne veut pas de double financement. Tout ça n'est pas admissible là, au niveau du financement. Je reviens encore avec les dépenses courantes, les frais de fonctionnement habituels de l'organisme, ça n'est pas admissible. Tout ce qui est immobilisation non plus. Les paiements faits par un demandeur admissible aux entités inscrites au RENA non plus. Si ça vous dit moins quelque chose, ça, on pourra vous revenir. Mais que ce soit vous qui êtes inscrit au RENA ou vos fournisseurs, donc ce n'est pas admissible à ce moment-là. Et le salaire du personnel du réseau de l'éducation ou les frais de libération d'un enseignant non plus ne sont pas admissibles. Évidemment, tout ça, là, au niveau des frais admissibles, non admissibles, on s'entend que notre financement, c'est des fonds publics. On est de plus en plus questionné sur comment les fonds sont utilisés, sur les projets. Donc, c'est pour ça aussi que peut-être vous allez ressentir une certaine, pas restriction, mais un contrôle plus serré au niveau du budget. Et c'est vraiment pour ça, au niveau une bonne gestion là, au niveau des fonds publics. Ensuite, on serait rendu. Bon, fait que j'ai fait le tour rapidement des éléments là, admissibles ou pas. Évidemment, si vous avez des questions, on a dit tantôt, il va y avoir une adresse courriel ou dans le petit bloc. Mais en tout temps, là, vous pouvez communiquer avec nous via l'adresse courriel qui vous sera présentée. Sinon, je répète, montant minimum de votre demande de financement, 15 000 maximum 75 000 Contribution du milieu pour un minimum de 20 ça peut être plus. Ça peut être 50-50 le fiduciaire, 50 pour le réussite Montérégie, mais c'est un minimum 20 d'implication, de contribution, pardon, du fiduciaire ou ses partenaires. Date limite de dépôt, 10 avril 2026, minuit. Et tout ce qui sera déposé après ne sera pas admissible, ne sera pas inclus
On a un nouveau formulaire, Chantal va vous le démontrer dans quelques minutes, et ce sera automatique que ce qui va rentrer après cette date-là et cette heure-là ne sera pas recevable. Les projets doivent se réaliser entre juillet 2026 et juin 2027. On ne peut pas aller plus loin que le mois de juin 2027 et on ne peut pas commencer, bien évidemment, avant juillet 26. Un seul projet par fiduciaire, par organisme qui dépose. Donc, une maison des jeunes, par exemple, ne peut pas déposer deux projets dans un même appel de projet. Et cette année, on a décidé, ceux qui étaient là par le passé, on a déjà fait des appels de projets pluriannuels, mais ce ne sera pas le cas avec l'appel de projet présent. Tout d'abord parce qu'on ne connaît pas notre financement. Le financement est inconnu, donc engager des fonds pour plusieurs années, ça ne fonctionne juste pas. Et aussi, on est en dernière année de notre plan stratégique et on est en évaluation d'impact des projets financés jusqu'à maintenant. Donc, pour toutes ces raisons, nous avons décidé d'accepter des projets qui vont être sur un an, soit pour l'année 2026-2027. Je crois qu'on est rendu aux questions, fait que je ne sais pas. Oui, tout à fait. Je vais nous guider à travers ça. Et je veux préciser aussi que là, on a mis juillet parce que la nouvelle entente, là, donc là, on est en train de finir notre année. Nous, nos années, là, c'est du 1er juillet. Donc, c'est pour ça qu'on a mis juillet. Toutefois, tantôt, on va vous parler là, de l'échéancier, des étapes à venir. Nous, on va envoyer, là, vous avez, vous, jusqu'au 10 avril pour nous envoyer. Là, nous, on rentre dans notre processus d'évaluation. On envoie tout ça au ministère. Pour l'instant, la date qu'ils nous ont donnée, c'est le 15 mai. Mais c'est ça. Fait qu'on travaille avec cette date-là. Elle ne devrait pas changer. Et après, eux se gardent un délai normalement de 4 à 6 semaines pour nous répondre. Mais là, dans le contexte actuel, ça se pourrait que ça soit un petit peu plus long. On espère que non, parce que ça bouge beaucoup. Hein? Si vous suivez l'actualité au niveau des ministres puis des cabinets et tout ça. Donc, pour l'instant, là, puis avec le dépôt du budget là, qui n'est pas retardé, là, qui aura lieu on est quand même en bonne posture pour dire que ça devrait débuter en juillet. Toutefois, si ça se pourrait qu'ils nous disent vous commencez rien avant septembre, par exemple, là, mais pour l'instant, on travaille avec les données qu'on a, donc on s'inscrit juillet. Pour ce qui est des questions, donc là, j'ai lu là, quelques questions, Manon, là, dans le chat, qui étaient peut-être plus d'ordre de l'exception. Donc, peut-être que ces gens-là, on pourra les recontacter individuellement là, parce qu'il y a une nature particulière au projet. Mais oui, effectivement, un enfant de 0,5 ans qui ne fréquente pas l'école, là, on ne le retire pas de sa classe. Là. Donc, dans ce cas-là, la justification dans le formulaire pourrait s'appliquer et être considérée. Là, on me dit, c'est ça, si c'est un atelier de cuisine, est-ce que la nourriture? Fait que ça, pour moi, c'est plus des projets particuliers. Fait que ça, on pourra vous revenir. Si on voulait avoir du transport pour amener des élèves à un événement, est-ce que ça, c'est considéré comme du déplacement? Là, moi, c'est ma première édition. J'aurais tendance à dire que oui, c'est du déplacement. Si jamais, toutefois, oui, bon, Manon me confirme que oui. Fait que s'il y avait un minibus pour ça. Et donc, pour les autres questions, contribution 20 en ressources humaines. En fait, ces contributions, là, tu veux-tu répondre à cette question-là de Manon? Ou, la contribution de 20 c'est de l'ensemble, c'est de l'enveloppe totale. Si votre projet coûte 100 000, là, pas 100 000 parce que notre maximum, c'est 75, mais je vais prendre 100 000 pour faire un chiffre rond. Votre organisme ou d'autres bailleurs de fonds doivent contribuer pour jusqu'à 20 de ce 100 000-là. Nous, on va se rendre, c'est 80 000, jusqu'à 80 Ça peut être en ressources humaines ou en prêt de services, là, je ne sais pas comment dire. C'est pas juste ressources humaines, mais c'est sûr que souvent, c'est ce qu'on voit, là. Mais ça peut être un ensemble là, de dépenses ou d'éléments qui va. Mais il faut que ça se retrouve dans votre budget. Donc, ils peuvent fournir, mettons, du matériel, puis vous avez un partenaire qui, lui, s'occupe de fournir une partie du matériel, c'est une partie de sa contribution. Je m'excuse, Manon. Oui.
Je pense que la question veut dire que si 100% de ce qu'on demande est en ressources humaines, il faut quand même que le fiduciaire paye 20%. C'est ça. Oui. Dans le fond, on ne paiera pas 100%, même si c'est des ressources humaines. Donc, c'est vraiment 80-20 dans tous les cas. Oui. Mais 100% de ce que vous demandez à Pôle Réussite peut être des ressources humaines. Voilà. Je pense que c'était ça. Merci, Chantal, pour la précision. On faisait allusion aussi à la glissade de l'été, là. Je vais peut-être te laisser compléter, Andréane. Par contre, là, on vise vraiment des projets PSRE, et non des projets d'été avec cet appel de projet-là. Je te laisse faire le suivi sur les projets d'été pour ceux qui ne sont pas au courant, peut-être, Andréane. Oui. Ben, en fait, là, nous, ce qu'on s'est fait dire, là, parce que habituellement, l'appel à projet de glissade de l'été, c'est le 1er mars qu'on les dépose au ministère. Puis on obtient notre réponse après. Là, on a su le 27 février que les projets qui allaient dépasser le 1er juillet, ils ne voulaient pas les voir là, actuellement. Là, ils allaient se concentrer vraiment à finir notre entente, notre année, nos enveloppes déjà cannées qui se rendent jusqu'au 30 juin, que pour l'instant, on ne pouvait pas déposer des projets de glissade de l'été. Toutefois, on est comme un peu toujours en attente ou en stand-by, mais en même temps, on est très conscient que pour être en mesure de faire un projet d'été, vous avez besoin de vos réponses bien avant. Mais là, si on dit on envoie ça au ministère le 15 mai, puis parce que c'est notre prochaine date, puis que le 15 mai, ça leur prend 4 à 6 semaines avant de nous répondre, là, vous allez avoir vos réponses beaucoup trop tard pour être en mesure de faire des projets d'été. Là. Fait que c'est un peu ça le risque que vous prenez de nous déposer un projet d'été. Là. D'habitude, ce sont 2 appels à projets séparés. Là, on s'est fait dire qu'ils ne voulaient pas je vais le dire comme ça, là, qu'on ne pouvait pas les déposer au 1er mars. Est-ce qu'on peut les inclure dans celle de PSRI? Habituellement, on les faisait distinctement, mais on est toujours en attente de la part du ministère à savoir est-ce qu'ils vont nous permettre une autre date. Mais tant qu'on n'a pas de programme, tant qu'on n'a pas de budget, ils ne pouvaient pas vraiment analyser les projets de glissade de l'été. Là, on aura un budget qui va arriver. Est-ce que le programme sera en mesure d'être adopté puis qu'ils vont nous donner le feu vert pour déposer des projets glissade? On ne le sait pas. Mais normalement, PSRI est distinct de glissade de l'été parce que c'est des enveloppes différentes. Et oui, je vais répondre à une dernière question, puis après, là, je vais passer la parole à Chantal pour m'assurer qu'elle a le temps de présenter le formulaire. Il est possible de nous déposer un projet qui a déjà été financé par le passé. Un petit cue ici que je vous donne, là. Si c'est le cas, si vous voulez nous déposer un projet qui a déjà été financé une fois ou deux, je vous invite fortement à nous documenter, je vais dire, la pertinence et les retombées. Puis pas qu'on en doute, là, mais parce que nous, à un moment donné, si on a à faire des choix à projet égal, si on le sait qu'il y a des projets qu'on a déjà financés, qui ont beaucoup, beaucoup d'impact et de retombées, et que vous avez été en mesure de mesurer des résultats, ben, puis dites-nous en quoi de vous financer une année supplémentaire va vous permettre soit de transférer le projet ailleurs, d'agrandir votre bassin de population, d'aller chercher des collaborateurs supplémentaires, de venir rehausser la patente. Donnez-nous des arguments pour faire en sorte qu'on ait envie de vous financer une autre année versus un autre projet pilote à qui on voudrait aussi, qui est peut-être sur un autre territoire ou qui va répondre peut-être. Puis après ça, c'est un cumul de résultats là, aussi. Là. Fait que peut-être que sur certains éléments, on gagne plus de points, sur d'autres, on en perd. De manière très transparente, vous avez la pondération des résultats. Fait que moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est fiez-vous aux critères, à notre grille, à la pondération, utilisez le checklist. Puis c'est votre bout pour rehausser là, votre performance à l'évaluation, comme ça. Là. Parce que c'est ça. Si j'avais des millions, là, plusieurs millions, ça me ferait plaisir d'en donner plus, mais malheureusement, le billes limité que je peux redistribuer. Fait qu'on va aller à ce qui semble avoir le plus d'impact puis ce qui est le plus cohérent. Je m'arrête là-dessus pour les questions du budget. Je passe la parole à Chantal. Et là, Chantal, est-ce que c'est toi qui prends en charge le partage? Oui? Oui, je vais faire ça, mes amis. Donc, je vais partager mon écran et je vais vous montrer un peu comment vous rendre
à notre nouvelle application de dépôt de projet. On est très excités de vous présenter ça et on va compter sur vous pour nous indiquer s'il y a des éléments qui s'affichent de façon étrange, fonctionnent tout simplement pas. Donc, on va compter sur vous. Donc, à l'adresse qu'on va vous donner toujours à la fin du PowerPoint d'aujourd'hui, qui sera disponible en passant. Donc, ce que vous voyez à l'écran aujourd'hui, on va le rendre disponible. Pour notre site web, donc sur pôlereussite.com, il y a un onglet projet ici dans lequel vous connaissez peut-être déjà la section appel de projet PSRE. C'est ici que je me trouve et on a toute l'information qui est indiquée ici, dont l'accès au formulaire Zoho. On a utilisé l'application Zoho. Quand vous allez cliquer sur cet accès-là, vous allez arriver dans cette petite fenêtre pour vous inscrire. Ça, c'est la fenêtre d'inscription. Par la suite, c'est vraiment la fenêtre de connexion. Voyez-vous, j'ai cliqué en bas ici là, sur « Se connecter ». Une fois inscrit, vous n'aurez plus besoin de vous inscrire. Il faudra vraiment se connecter. Et je vous invite à ajouter la page de connexion dans vos favoris. Pour la simple et bonne raison que c'est vraiment ici, à partir de cet onglet-là ou de cette application-là, que vous allez pouvoir préparer votre projet, l'enregistrer, revenir, réenregistrer. Il y aura pas, vous allez vraiment pouvoir le faire en plusieurs temps. Vous n'êtes pas obligé de le remplir d'un coup, considérant en plus que c'est un formulaire qui est quand même important, là, qui est quand même assez volumineux. Alors moi, j'ai déjà créé un compte. Cependant, lorsque vous allez créer le vôtre, merci de lire l'information qu'on vous a indiquée. Quand j'ai préparé l'application, j'ai essayé de vous aider le plus possible à ce que vous ne soyez pas perdus. Mais si vous ne lisez pas, bien, ça se peut qu'il y ait des éléments qui vous irritent. Alors, c'est super important. D'abord, un seul compte par fiduciaire, s'il vous plaît. Vous ne pourrez pas avoir plusieurs adresses et accéder au même projet. Alors, un seul compte. Tenez compte du fait que vous allez peut-être être obligé de partager vos identifiants avec quelqu'un. Fait que prenez pas votre mot de passe que vous utilisez partout dans toutes vos applications, là. Prenez un mot de passe que ça ne vous dérangera pas de partager avec votre collègue qui va peut-être être la signataire alors que vous êtes la responsable, etc. Alors, quand vous créez votre compte, pensez à ça. Attendez, vous allez recevoir un courriel de confirmation et j'ai déjà une dizaine de personnes, et merci à ces personnes-là, qui sont inscrites dans le portail et qui semblent avoir bien réussi. Là, il ne semble pas y avoir eu de problème, mais il faut attendre le courriel de confirmation. Ne paniquez pas s'il n'arrive pas au bout d'une minute. Il y a tout un processus de sécurité qui se met en branle et des fois, ça prend jusqu'à 10 minutes avant que le courriel de confirmation arrive. Si jamais vous ne le voyez pas là, dans votre inbox, pardonnez-moi l'expression, allez dans vos courriels spam, donc dans vos courriels indésirables, là, ça se pourrait que le courriel soit à cet endroit-là. Et si jamais, malgré toute votre attente, votre patience et votre œil de lynx dans votre boîte de courriel, vous ne voyez toujours pas le courriel, bien, écrivez-nous à ce moment-là. On va voir comment régler le problème avec vous. Techniquement, ça a l'air d'avoir bien été pour celles et ceux qui se sont inscrites. Je vais donc me connecter. Pour les personnes inscrites actuellement, vous n'avez pas encore accès au formulaire. Je vous ai bloqué ça parce que j'ai travaillé dessus et je travaille encore dessus. Mais bientôt, vous allez avoir accès à ce que je vous montre là, par la suite. Donc, je me connecte. Vous allez donc arriver sur cette page d'appel de projet où c'est très simple. Soit vous créez un nouveau projet, soit vous modifiez un projet existant. Là, j'ai créé des faux projets, OK, là, pour vous amuser un peu, là, mais vous, ça va être vide, là, les projets quand vous allez arriver. Les documents de référence seront disponibles ici. Le guide d'accompagnement, c'est le PowerPoint que vous êtes en train de voir aujourd'hui. Donc, ce sera ajouté. Un guide des déterminants, guide de la mesure d'impact. Vous allez voir qu'on vous a équipé pour vous aider. Les modèles et la grille d'évaluation qui sera accessible ici. Je vais vous laisser découvrir ça. Je ne vous fais pas le tour complet parce que ce serait trop long. Vous le découvrirez à votre rythme.
Si c'est la première fois que vous accédez au formulaire, vous cliquez sur « Nouveau projet » et vous allez arriver dans cet espace que je suis toujours en train d'améliorer pour ajouter des explications qui seront utiles pour vous. Donc, au fil de votre préparation de projet, il est possible que vous voyez des petites notes apparaître, des choses changer. Je travaille pour vous, pour répondre à vos questions, notamment la question pour le transport par autobus, par exemple, ou bon, les 0,5 ans pour le 25 heures de classe. Je vais apporter des petites précisions dans le formulaire. C'est un formulaire qui est quand même assez long. Attendez, je vais vous tasser un petit peu pour que... Ah, je vais remettre ici. Mais vous allez toujours avoir le statut de votre demande ici, donc c'est en préparation. Lorsque vous aurez déposé votre projet, vous allez voir que ce sera donc projet soumis en évaluation. Et lorsque ce sera évalué, vous le saurez également. Donc, vous pourrez revenir dans cette interface-là pour faire un peu le suivi où on en est. Et lorsque ce sera évalué, nous, on va vous envoyer évidemment la décision dans un délai le plus court possible, mais c'est pas, comme vous le savez, ce n'est pas toujours le ministère, etc., etc. Là, donc, je ne vais pas revenir sur ce que Manon a dit, mais il ne sert à rien, dans le fond, de communiquer avec nous pour nous demander où ça en est, etc. Vous pouvez revenir ici et on va vous donner le statut le plus en direct possible. Lorsque vous êtes dans votre projet, vous allez toujours pouvoir afficher ou cacher une section parce que sinon, ça devient lourd là, de toujours scroller pour descendre et monter. Et à chaque section, vous allez pouvoir, par exemple, ici dans le projet, il y a des informations importantes pour vous, des liens, des exemples, pour vous aider vraiment à remplir les champs comme on aimerait vraiment nous les recevoir. Des exemples de précision pour dire pourquoi c'est en lien avec un chantier ou un autre. Le guide des déterminants qu'on a créé pour vous aider à bien choisir les déterminants auxquels vous voulez répondre dans votre projet. Donc, ce sera vraiment à vous de lire. Je vous demande de lire, s'il vous plaît, avant de communiquer avec l'équipe parce qu'on vous a vraiment équipé. Là, vous allez voir ici, normalement, je devrais avoir le bouton « Créer le budget » en vert. Il y a une petite... évidemment, c'est toujours quand on fait la démonstration que le bouton ne fonctionne pas, mais il fonctionnera dans quelques minutes, là, je vous le promets. Mais je vais aller dans « Modifier un projet » pour vous montrer. Lorsque vous arrivez dans la section « Modifier un projet », évidemment, vous n'aurez pas de projet, donc ça sera vide. Mais si vous avez un projet, vous pouvez en créer un deuxième pour faire des tests, mais ça ne sert pas vraiment à grand-chose. Vous pouvez en déposer seulement un, là, de toute façon. Mais ici, j'ai vraiment voulu vous montrer ce que ça donnerait. Si vous êtes en préparation, vous allez le voir de cette façon-ci, si votre budget a été créé ou pas. Et un projet déposé, vous le verriez de cette façon-ci. Et si je m'en vais dans le budget, le projet déposé, bien, vous allez voir qu'il ne sera plus possible de le modifier. On a tout bloqué. Donc, à partir du moment où le projet est déposé, là, voyez-vous ici, votre projet a été déposé et sera évalué prochainement. Projet déposé. Donc, le statut va changer ici pour vous aider à bien suivre. Et en ce qui concerne le budget, excusez-moi, évidemment, c'est là que ça ne fonctionne pas. Tout fonctionnait super bien ce matin. Donc, on a un petit problème de budget. Ah, voyez-vous ici, là, je peux créer le budget. Bon, excusez-moi, là, je vais tout m'arranger pour que ce soit très, très bien quand vous allez y accéder. Alors, pour le budget, ce qui est très intéressant, c'est qu'on vous a séparé ça par poste budgétaire. Encore là, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Je suis tellement désolée. Et on a les dépenses admissibles et les dépenses non admissibles qui sont toujours inscrites à droite de chaque poste budgétaire. Lorsque vous allez rentrer un montant, par exemple, ici, je rentre le montant 100 $ pour le pôle réussite pour, on va mettre 10 000, OK? Pour le fun, pour le salaire, ici, eh bien, tout se calcule automatiquement dans les totaux. Et ici, en bas, on a un calcul automatique aussi, le total pour le réussite, les frais de gestion que vous pouvez rentrer et les totaux avec les frais de gestion. Le frais de gestion, on vous le dit ici, le maximum qu'on autorise, c'est 1 000 $ parce que c'est 10 % du montant demandé à Pôle réussite. Alors, si je mets 3 000 $ en frais de gestion, on va me faire une petite erreur ici. J'en profite pour vous dire que vous pouvez toujours enregistrer vos éléments
même s'il y a des erreurs. C'est vraiment à la fin, lorsque vous voudrez déposer le projet, qu'on va valider et qu'on va vous dire, vous ne pouvez pas déposer le projet parce qu'il y a des erreurs. Mais pendant que vous travaillez et que vraiment vous rentrez vos dépenses, vous pouvez enregistrer en tout temps, il n'y a aucun problème. Pour les frais de déplacement, c'est la même chose. On voulait 10 du montant total demandé à Pôle Réussite. Alors, si je fais 2000 $ ici, il y a une erreur qui va vous apparaître pour vous dire ça ne peut pas être 2000 $. Et voyez-vous ici, la répartition du financement ne respecte pas le 80-20, etc., etc. Donc, tout va vous être indiqué au fur et à mesure. Si je m'en allais, je vais créer mon budget. Donc, je l'ai enregistré. Alors là, voyez-vous, j'ai un projet, le budget est créé et je vais retourner le voir pour le déposer. Je vais voir si je peux le déposer maintenant. Alors, si je le dépose, voyez-vous, vous allez voir tous les champs obligatoires qui ne sont pas remplis. Donc, vous allez pouvoir les voir ici dans votre formulaire projet que vous pourrez modifier. Il va s'ouvrir dans une nouvelle fenêtre pour vous permettre de mettre les fenêtres côte à côte là, pour la modification. Et toutes les erreurs budget vont être aussi affichées pour pouvoir les modifier. Et vous ne pourrez pas déposer tant et aussi longtemps que votre budget et votre projet n'auront pas été ajustés. Donc, je vais m'assurer que les erreurs sont corrigées avant que vous puissiez, pour que vous puissiez le remplir, mais d'ores et déjà, toutes les personnes qui ont rempli le formulaire pour s'inscrire, donc toutes les personnes qui ont accès à l'interface, je vais vous donner vos accès pour que vous puissiez commencer à faire le tour du formulaire. Pendant ce temps-là, vous allez voir que je vais faire des mises à jour, mais ça n'impactera pas ce que vous incluez, ce que vous écrivez déjà dans vos budgets. Okay? Vous pouvez écrire, il n'y a rien qui va s'impacter dans les champs que vous allez remplir. C'est seulement l'affichage puis les petites explications que je vais ajuster pour m'assurer que vous ne voyez pas de bug. Et là, je vais arrêter mon partage. Tandis que j'arrête ça pour voir si j'ai des questions pour... Non, Okay. il y avait une seule question dans... Oh, vas-y, Chantal. Non, allez-y. Vas-y, Andréane. Ben, en fait, c'est ça, dans le chat, il y a eu une seule question, puis Manon lui a répondu. Là, fait que c'est ça. L'idée, là, c'est que c'est comme votre portail à vous, votre portail utilisateur, vous pouvez vous connecter, le champ, aller le modifier, le retravailler. Vous n'êtes pas obligé de le faire one shot, vous pouvez le faire, donner l'accès, votre collègue va le lire, votre direction va le lire. Donc, vous pouvez jouer dedans tant et aussi longtemps que vous n'avez pas déposé. C'est ça, là, à ce moment-là, quand vous retournez jouer dedans, vous faites modifier. Ça aurait pu s'appeler poursuivre aussi, là, mais là, on a choisi modifier le projet. Donc, c'est ça. Et puis, tu sais, ce qu'on avait aussi là avant, bon, il y avait le PowerPoint, il y avait un guide, il y avait le webinaire que les gens pouvaient réécouter, il y avait le formulaire. Fait que là, l'idée, c'était un peu de simplifier, de dire, ben là, vous avez le webinaire qui est enregistré avec le PowerPoint d'aujourd'hui puis ces indications-là, et vous avez le formulaire, puis on a intégré des consignes ou des rappels dans le formulaire pour pas que vous ayez là, à vous éparpiller avec plein d'outils différents. Entre autres, là, j'ai des petits cues là, qui me viennent là, pour vous aider dans la rédaction. Là, fait que c'est peut-être des choses à prendre en note, mais il était aussi dans le PowerPoint. Là. Quand on vous demande de justifier là, les résultats ou comment vous allez... nous, on veut vraiment, là, à Pôle Réussite, faire un effort de s'assurer que ce qu'on fait a de l'impact, a des répercussions, qu'on arrive à faire bouger l'aiguille de la persévérance et de la réussite éducative. Fait que dans le sondage, c'est quelque chose qu'on vous avait demandé, êtes-vous en mesure de mesurer vos résultats? Est-ce que vous avez ce qu'il vous faut? De quoi vous auriez besoin pour être en mesure de mieux documenter votre impact? Fait qu'on vous a pisté, là. Donc, entre autres, il y a une question qu'on vous demande de nous parler parce qu'on le sait que travailler sur la persévérance, ben, c'est longitudinal, c'est multifactoriel, c'est distal. Et ça peut être dur de savoir est-ce que ce que j'ai fait cet été ou après-midi avec le jeune va avoir de l'impact sur sa persévérance. On vous a identifié les déterminants de la persévérance scolaire. C'est là-dessus que vous allez agir. Dans le fond, c'est l'ingrédient plus proximal. Puis on vous les a définis, on vous a mis un outil là, qui est disponible autant sur notre site web que directement sur la plateforme Zoho. Fait que vous allez pouvoir dire, ah, ben moi, je travaille sur l'estime de soi, par exemple, ben, il y a des concepts là, que vous pouvez aller réutiliser. Il y a aussi comment identifier des indicateurs de mesure. Donc, est-ce qu'on fait passer un petit sondage aux jeunes, par exemple, avant leur transition, leur passage au secondaire?
pour leur demander comment tu te sens, toi, par rapport à ta transition secondaire. Est-ce que tu te sens compétent? Est-ce que tu te sens confiant? Es-tu stressé? Est-ce que tu as l'impression que tu as les outils? Est-ce que tu sais c'est qui tes personnes ressources au secondaire? Fait que là, on va avoir un résultat. On fait notre intervention pendant tout l'été. On les amène visiter l'école. N'importe quoi, là, j'invente un projet de transition. On les invite à manipuler un cadenas. On les envoie faire une activité dans l'école. On leur présente des intervenants qu'ils vont rencontrer à leur rentrée au secondaire. Puis là, après tout notre programme, notre projet de transition, ben, on leur refait passer ce questionnaire-là. Fait que c'est une façon d'aller mesurer un peu l'impact qu'on a eu. Est-ce qu'ils se sentent plus compétents, plus rassurés? Fait qu'on on vous a donné des pistes d'indicateurs et des outils de comment aller les mesurer. Excuse-moi, Andréane, Manon, juste avant que tu parles, là, parce que je comprends que tu veux prendre la suite, j'ai oublié de le dire, effectivement, qu'en plus de notre guide des déterminants qui spécifie c'est quoi le déterminant et des actions possibles, on a vraiment créé un guide de la mesure d'impact parce qu'on sent que c'est important pour vous de mieux comprendre qu'est-ce qu'on entend par mesurer votre projet. Qu'est-ce qu'on veut savoir, dans le fond, c'est qu'est-ce que c'est le résultat que vous attendez, les groupes que vous ciblez. Donc, puis ça, c'est pas toujours clair pour tout le monde. Alors, on a créé ce petit guide-là ici. Excusez, là, j'ai ouvert ce petit guide-là qui vous donne des exemples. Par exemple, des exemples concrets. Qu'est-ce que je veux faire concrètement? Qu'est-ce que je veux atteindre comme résultat? Je veux développer le plaisir de lire chez les jeunes. J'ai 30 enfants de 8 à 12 ans. Comment je vais faire pour mesurer ça? Bien, je vais regarder le pourcentage d'enfants qui déclarent aimer davantage lire, puis je vais regarder aussi le nombre de livres qui ont été empruntés pendant le projet. Mais pour pouvoir répondre à ça, ça me prend des outils de mesure. Comment je vais faire pour savoir quel pourcentage d'enfants aiment mieux lire? Mais c'est en plein ce qu'Andréane vient de dire. Je fais un questionnaire au début, je fais un questionnaire à la fin. Je regarde les données d'emprunt à la bibliothèque. On vous a donné plein d'exemples ici pour vous aider à remplir cette section-là du mieux que vous le pouvez. Évidemment que c'est du mieux que vous le pouvez. C'est un début vers... On est en train d'essayer de vous équiper pour vraiment mieux comprendre la mesure d'impact. C'est un premier pas. On espère que ça va vous aider. Dites-le nous si ça vous aide, OK? Parce que pour nous, ça nous encourage. Puis dites-nous qu'est-ce que vous ne comprenez pas ou que... Mais n'hésitez pas, OK, à nous écrire pour nous dire si ça vous aide ou si ça ne vous aide pas du tout, pour qu'on puisse continuer à s'améliorer avec ces outils-là qui vous guident. Je te passe la parole, Manon. En fait, je voulais juste revenir parce qu'il y a 2 questions dans le chat qui n'ont pas été répondues, puis que je pense que c'est important là, de donner la réponse à tous. Une qui s'adresse à toi particulièrement, Chantal, Oui. qui demande si on peut exporter le projet pour présenter, mettons, au CA et tout ça. Là. Fait que je te laisse répondre à ça. Oui, justement, je voulais y répondre. En fait, ce qui arrive, Zoho, c'est pas un outil vraiment d'impression, hein, c'est plus un outil d'interaction. Par contre, il est possible d'avoir une version comme bien straight, genre titre, 2 points, titre. Tu sais, ça ne sera pas beau, là, mais je peux vous donner il peut y avoir une fonction d'exportation, mais ça ne sera pas beau, OK? C'est la seule... Mais si c'est pour tout simplement présenter l'information pour qu'une personne révise, il n'y aura pas de problème. Là. Ça ne sera pas plein de couleurs puis toutes sortes de choses comme ça. Là. Mais oui, il y a cette possibilité-là d'exporter le projet sans problème. Je ne sais pas si elle est là actuellement, mais je me prends une petite note. Mais vous n'êtes pas rendu là, là. Mais dans les prochains jours, je me prends une petite note là-dessus. Merci, Chantal. L'autre question, peut-être, Andréane, on demandait à savoir, est-ce qu'il y a une définition des chantiers? Au début, on a fait référence à nos priorités régionales par les chantiers. Fait que, est-ce qu'on a quelque chose quelque part qui explique ces chantiers-là? On en a parlé justement hier en équipe. On se demandait là, si c'était quelque chose qu'on vous fournissait ou si c'est quelque chose qu'on laissait un peu plus large. Au début, là, on avait même réfléchi là, à quel genre d'effet ou précisément là, quel genre de résultat on voulait, mais là, on trouvait qu'on vous ciblait puis vous orientait trop là, pour une première année. C'est sûr que, mettons, santé bien-être, là, on a un onglet sur notre site web qui parle de ça. Transition, on parle des transitions scolaires. Donc, on vise vraiment une intervention qui passe d'un cycle ou d'un ordre d'enseignement à l'autre. CET, c'est pour la conciliation études-travail. Donc, ça serait pour des projets là, qui visent à sensibiliser les jeunes, les parents ou les employeurs, par exemple, là, sur l'importance de travailler.
Diversité et inclusion, quand on voit le critère là, sur les jeunes vulnérables, les élèves vulnérables dans ce critère-là, ce qu'on a mis, là, c'est issus de l'immigration, population autochtone, diversité culturelle, diversité de genre. Ça rentre là-dedans. Là. Fait que c'est des projets qui pourraient viser ces populations-là, ces clientèles-là, faire en sorte qu'on met autour d'eux, qu'on vient rehausser les facteurs de protection, leur confiance, leur acceptation, leur affirmation, ça peut être large, mais c'est ce qu'on voulait dire par diversité, inclusion. Littératie aussi, c'est une grande thématique parapluie. C'est sûr que nous, on travaille déjà beaucoup là, le plaisir de lire, l'éveil à la lecture plus pour les ados, l'éveil à la lecture pour les plus petits. On le sait que c'est un déterminant très puissant là, de la réussite scolaire. Mais on n'est pas fermé à. Parce que c'est ça pourrait être la numératie, ça pourrait être la littératie numérique, ça pourrait être. Il y a plein de. C'est un grand parapluie. Fait qu'on n'a pas voulu les circonscrire pour l'instant. Toutefois, c'est à vous à nous démontrer quand vous allez décrire votre projet, en quoi il est aligné. Puis si vous trouvez que vous prenez un raccourci, pas un raccourci, mais un détour, c'est-à-dire, puis que le lien n'est pas si évident entre le chantier ou la priorité, bien là, c'est à vous. C'est sûr que si vous faites une activité sur des élèves qui, par exemple, sont anxieux ou qui vivent du stress, puis que là, vous allez agir principalement là-dessus, on va le voir, le lien avec la santé et le bien-être. Mais je prends l'exemple de tantôt. Là, si c'est de faire un atelier de cuisine, en quoi l'idée de faire un atelier de cuisine va venir travailler le santé et bien-être? C'est à vous à vous assurer que c'est cohérent et que ça se tient tout ça. Là. Fait que c'est ça ce que j'ai à vous dire. Si on sent là, vraiment que c'est une question qui revient là, ou que vous avez besoin là, qu'on vous libelle un peu là, à côté de ces thématiques-là dans le formulaire, une petite phrase, là, mais ça va demeurer quand même assez large parce que justement, on ne voulait pas vous limiter. Voilà pour les thématiques. On demande aussi de revenir sur le critère 2 qui est de ne pas sortir les élèves de la classe. Sur le critère des 25 heures d'enseignement. Là. Oui. Voilà. Je vais ouvrir le chat. Ben là, je peux répéter ce que j'ai dit, mais là, si c'était pas clair tantôt, ça ne sera pas plus. Là. Fait que l'idée, c'est vraiment de se dire, ben, nos élèves, là, ils ont besoin, légalement, sont obligés d'être en classe. Fait que donc, 2, on ne pourrait pas faire un projet qui sort les élèves de la classe pour les amener faire là, autre chose que leurs cours de maths qu'ils sont supposés d'avoir à l'horaire à ce moment-là. Ils sont supposés être en classe. Fait que c'est dans cette optique-là. Oui, je vois Taline. Allez-y. Ben, si je peux compléter, on ne peut pas sortir les élèves de la classe, mais on ne peut pas faire le projet sur les heures de classe en classe. Donc, si, je ne sais pas, il y a un cours de français au secondaire et qu'on veut faire un atelier dans le cours de français, ce n'est pas possible. Il y a déjà un enseignant, il y a déjà le financement de l'enseignant. Donc, on ne peut pas faire le projet dans le cours de français ou dans un cours au niveau du primaire. Si on compare, mettons, avec le collégial, c'est sûr que si vous avez un kiosque dans l'Agora, le collégial, il peut avoir des cours à n'importe quelle heure. Les élèves passent dans l'Agora, même s'il y en a qui sont en cours, ceux qui passent là, c'est parce qu'ils ne sont pas en cours. Ou en tout cas, ils ont décidé de ne pas y aller. Mais ça, vous avez le droit. Mais vous ne pouvez pas aller dans un cours de philo au cégep pour décider de faire un atelier sur quelque chose X. Fait que c'est ça, le 25 heures d'enseignement. Il ne faut pas que ça ait lieu sur ces heures-là. Puis évidemment que les jeunes 0-5 ans qui ne sont pas à l'école, ben, le critère ne s'applique juste pas parce qu'ils ne sont pas à l'école. Fait que il n'y a pas d'enjeu de ce côté-là. Merci, Manon. C'est effectivement plus clair que quand je dis ne pas sortir les élèves d'école. Si on ne peut pas aller non plus dans leur classe, leur enlever du temps d'enseignement. Parfait. Hey, je nous trouve bonnes. J'avais peur que on allait manquer de temps. Avec nos 3 blocs de présentation. Puis de par la quantité de questions aussi, là, je pense qu'on a été quand même assez limpide. Je pense que c'est au fur et à mesure que vous allez compléter l'outil, le formulaire, vous allez vous approprier ça. On vous en a mis plus que moins pour vous baliser, pour vous orienter. Mais n'hésitez pas à utiliser l'adresse projet locaux
Puis nous, à l'interne, on va voir si c'est vraiment une question technique de quel bouton peser dans le formulaire. À ce moment-là, ce sera plus Chantal qui va vous répondre. C'est plus en lien avec les bonnes pratiques, les pratiques reconnues efficaces ou les résultats ou l'intention, l'objectif. À ce moment-là, ça pourrait être un cordeau de nos chantiers respectifs là, qui va vous rappeler ou vous faire un suivi pour qu'on soit en mesure si c'est plus le budget, là, la kingpin budget, c'est plus Manon dans l'équipe pour l'instant. Fait que c'est peut-être elle. Fait qu'on va voir là, à travers l'équipe qui vous répond. Mais on a fait une adresse centralisée. Nous aussi, ça va nous permettre de répertorier. Si on se rend compte qu'il y a une question qui revient vraiment plus souvent, on va s'assurer soit sur notre site web ou dans le formulaire de préciser cet élément-là. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions. Là. Ça peut être pour le bénéfice de tout le monde. Puis, tu sais, c'est ça. On avait le souci d'améliorer. Hein, encore une fois, je reviens au sondage. Là, vous nous aviez dit qu'il y avait quand même certains irritants, que vous voulez que les critères soient plus limpides, s'assurer qu'il y avait une démarche qui était équitable, transparente. Donc, en vous précisant les critères, en les clarifiant, l'idée, c'était vraiment là, de bonifier. Sauf que comme toute affaire qui est nouvelle, c'est vous avez la V1. Hier encore en équipe, on s'est dit, hey, on a fait un pas. On va entendre les commentaires, les critiques constructives, puis on va s'améliorer. Donc, merci. Là, je vois Andréane qui dit que le nouveau formulaire est apprécié. Donc, voilà. Manon et Chantal, je vous laisse la parole si vous voulez ajouter d'autres petits éléments pour les 5 dernières minutes. Oui, ben je remettrai peut-être le PowerPoint juste pour compléter avec les prochaines étapes, juste pour préciser ça. Bon point. Chantal, je ne sais pas si tu voulais parler avant que je commence. Oui, avant que tu puisses conclure, je vous rappelle, lisez, s'il vous plaît, dans l'appel de projet, parce que je pense que beaucoup de questions que vous allez peut-être avoir et pour lesquelles vous écririez peut-être à Projets locaux, que vous attendriez pour une réponse, je pense qu'il y a beaucoup de réponses déjà dans ce qui est déjà inscrit dans le formulaire. Fait que, s'il vous plaît, hein, parce que je sais qu'on ne lit plus. Donc, s'il vous plaît, lisez. C'est pour vous que je dis ça, en fait, pour pas qu'il y ait de délai dans votre compréhension de ce qui se passe. Et bien sûr, si la réponse n'est pas là, on veut tellement être là pour vous, donc n'hésitez pas. Et s'il y a des problèmes techniques, donnez-moi encore une petite journée là, pour m'assurer que l'affichage est correct, là, mais après, disons, dans 24 heures, là, vous pourrez commencer à m'écrire pour me dire s'il y a des problèmes techniques. Je vous remercie tout le monde. Donc, un rappel. Là, Manon, là, actuellement, je n'ai pas accès aux notes. Je ne sais pas si c'était toi ou moi qui le disais, cette diapo-là. Oui, ben, je peux y aller. C'était moi. Mais... donc, les prochaines étapes, dépôt 10 avril 2026 à minuit, on l'a dit tantôt, mettez-les dans votre agenda en rouge, en gras, parce qu'après, il n'y en aura plus d'acceptation de projet après cette date et cette heure-là. Une fois que c'est déposé le 10 avril, entre le 10 avril et le 15 mai, c'est là qu'on va faire les vérifications de dossiers, l'analyse des projets, puis l'identification des projets qui vont être recommandés au ministère. On l'a dit tantôt. Quand nous, on sélectionne les projets, ce n'est pas une approbation à ce stade-là, il faut les soumettre au ministère. Donc ça va se faire le 15 mai, l'envoi des projets recommandés au ministère. Une fois qu'on a envoyé les projets au ministère, on va aviser les fiduciaires, les responsables de projet pour qui le projet a été recommandé. Vous allez avoir une communication par courriel qui va dire « Bravo, votre projet a été recommandé au MEC et on attend la suite pour l'approbation du MEC. » Malheureusement, ceux qui n'auront pas été recommandés au MEC, donc dont le projet n'aura pas été retenu pour cet appel de projet-là, vous allez recevoir une lettre officielle mentionnant que votre projet n'a pas été retenu et avec une explication là, sur la principale raison ou indicateur qui n'a pas été... qui était plus faible peut-être dans votre projet. Ensuite de ça, si on va à l'autre diapo d'après. Donc là, le délai, il y a eu des questions tantôt. Le délai de réponse du MEC, pour l'instant, il est inconnu. D'habitude, quand on dépose au 15 mai, on a des réponses dans les 4 à 6 prochaines semaines. C'est toujours le délai qu'on se donne, que le ministère nous donne. Là, cette année, on ne connaît pas le délai, considérant le contexte qu'on vous a expliqué tout à l'heure. Donc, pour ceux qui disaient, on peut-tu commencer des projets en juillet? Théoriquement, oui. Mais dites-vous que nos réponses, on va les avoir quand?
15 mai au 15 juin, ça fait un mois, fin juin, tu sais, ça pourrait aller que les réponses arrivent en juillet ou je sais pas quand. Fait que pour l'instant, c'est inconnu. Fait que je vous laisse aller avec ce que vous êtes prêts à prendre comme risque. Puis suite à l'approbation du ministère, une fois qu'on aura eu les approbations officielles, encore là, il y a une lettre de confirmation officielle qui va vous être transmise, confirmant que vous avez été approuvé avec le montant. Et dans un deuxième temps, il y a une convention d'aide financière qui va vous être transmise pour signature, dans laquelle il y aura toutes les modalités du financement, dont les modalités du versement, qui est comme ça a toujours été par le passé, donc 75% à la signature de la CAF et jusqu'à 25% pour suite à la reddition de compte qui va avoir lieu en septembre 2027, pour le 30 septembre 2027. Donc, vous pouvez, si on passe à la dernière diapo. Oui. Donc, c'est ça. Donc, ceux pour lesquels le projet va être retenu, il va y avoir une reddition de compte, comme toujours, qui sera pour le 30 septembre 2027, avec les documents qui sont là. Ils ne sont pas encore disponibles, ces documents-là de reddition de compte. Là, on voulait mettre en place l'appel de projet, c'est ce qui était urgent. Les formulaires de reddition de compte viendront au plus tard, probablement là, pour l'été. Et toute somme qui va avoir été versée à l'organisme, mais qui n'aura pas été dépensée, vont devoir être remboursée à Pôle Réussite Montérégie. Ça a toujours été, mais je tiens quand même à le préciser. Si vous recevez votre 75% à la signature, mais que vous ne le dépensez pas pour X, Y raison, c'est pas mal. C'est pas, ça arrive des situations. Mais vous devez quand même rembourser là, ce qui vous a été versé. Alors moi, ça termine ma partie là, au niveau des prochaines étapes. Je te laisse la conclusion, Andréane. Bien, merci infiniment. J'espère, puis je le sais là, que le financement, c'est difficile pour les organismes, c'est le nerf de la guerre. Fait qu'on on veut vous rendre le tout le plus limpide, le plus accessible possible, le plus équitablement possible. C'est ça. Fait qu'on, nous, on continue de faire toutes nos représentations là, auprès des ministères, de nos députés de la Montérégie pour démontrer à quel point là, on est une organisation là, qui redistribue beaucoup d'argent sur notre territoire. Hein. Cette année, c'est 1,9 million là, qu'on a été en mesure de redistribuer, puis qu'on a l'intention de continuer à soutenir les organismes, que c'est vous qui mobilisez puis avez fait de l'intervention en direct avec la population. Là. Donc, on veut continuer d'en financer. Puis là, c'est ça, c'est je vais dire don't shoot the messenger, là, dans le sens que j'attends, puis on est bien déçus, puis bien préoccupé aussi là, des délais supplémentaires dans l'octroi des sommes. Là, les sorties dans les médias des derniers temps, ils veulent assurer une prévisibilité, une agilité dans le financement, une flexibilité. Donc, ils s'engagent à déposer le budget puis à nous verser les sous là, sans mobiliser, sans interrompre là, l'appareil gouvernemental, malgré le contexte actuel. Puis, tu sais, là, on a un programme qui est fait, avec une entente qui est signée, mais ça les a quand même pas empêchés de nous couper dans la dernière année également. Puis, si on va en élection, par exemple, bien qu'on se veut des organismes là, apolitiques, si c'est un nouveau gouvernement qui prend possession de ce programme-là, qu'est-ce qu'il va vouloir en faire éventuellement dans les prochains budgets? Fait que, on travaille très, très fort là, à faire rayonner vos projets, faire rayonner votre intervention, puis à continuer de diffuser là, que c'est important ce qu'on fait. Fait qu'on veut continuer de vous soutenir. Autant sur le plan financier que de vous accompagner dans la réflexion pour qu'on ait justement tous les arguments pour démontrer qu'on fait la différence, puis qu'ensemble, on vient compléter l'intervention du scolaire. Donc, voilà. Fait que je vous remercie infiniment. Je vous souhaite la meilleure des chances. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions avec l'adresse projet locaux qui est inscrite à l'écran en ce moment. Je vous souhaite une belle fin de journée.